C'est immonde, en fait, c'est immonde cette situation. Elle est totalement immonde. Et donc, dans la salle des urgences, malgré les efforts des gens, des urgentistes pour refouler la famille, ça donne des capharnaüm ou des apocalypses, comme ça. Je ne sais pas si c'est pérétique, mais c'est des situations également pour Hicham. Je ne sais pas comment lui faisait Hicham pour encaisser ça. Donc, cette séquence montre en tout cas l'état avancé des destructions, mais vous l'avez vu. Je vous montre l'hôpital à quoi il ressemble. C'est donc un hôpital, ça a été une tentative de panoramique, une belle vue sur la mer, dont on n'a pas profité puisque la Croix-Rouge étant vraiment très concernée par la sécurité, nous interdisait, on avait la chance d'être, vous devinez un balcon, on avait la chance d'être sur un immeuble en dur, un des rares qui reste à El Mawassi ou à Khan Younes. Tout autour, vous avez une marée de tentes. Les premières, c'est l'hôpital sous tente. Tout est sous tente, c'est un hôpital de campagne. Et puis, sur la droite, devant, c'est une marée de tentes. Ça doit être encore pire maintenant, un an après, où les gens sont massés jusque sur la plage, sur le sable, à quelques mètres des vagues. Quand il y avait un bombardement un peu plus proche, on était réveillé à 5 h du mat ou à 6 h du mat par un bombardement, les gens descendaient, c'était la consigne, et se précipitaient au rez-de-chaussée avec des sacs de sable. C'est juste pour donner un peu l'ambiance. C'était censé nous donner une petite sécurité supplémentaire, si on peut y croire, si on pouvait y croire. Une vue du bloc opératoire, c'est sous tente, c'est des doubles tentes, donc c'est des conditions d'asepsie qui sont très loin, bien sûr, des standards d'ici ou des standards en France métropolitaine, bien entendu. Mais vous voyez des tenues, vous voyez des calottes, des masques et un matériel qui, il y a un an, permettait encore aux anesthésistes et aux chirurgiens de travailler dans des conditions décentes, relativement décentes, même si on manquait quand même de beaucoup de choses. Je m'arrête 30 secondes là, je ne vais pas percuter les timings, Donc, quand je suis arrivé, dès le lendemain, j'ai été, même si j'ai fait beaucoup de missions, 4 missions au Yémen, en Irak, en Haïti, dans des zones où ce n'est pas particulièrement calme, il n'empêche que je n'ai jamais été confronté à des situations au niveau de Gaza. C'est-à-dire, moi j'étais d'emblée confronté à ce qu'on appelle aux arrivées, aux mass casualties, aux arrivées massives de blessés. La première semaine, il y en a eu 3. 3 arrivent tous les 2 jours, il y a eu une arrivée massive, en plus des urgences qui arrivaient avec un débit continu tous les jours. Mais ces arrivées massives, tous les 2 jours, la première semaine, m'ont plutôt bouleversé. La première a été, malgré mon background, malgré mon expérience, absolument désastreuse, enfin pas désastreuse, mais je ne trouve pas mes mots. C'était assez catastrophique. J'étais dévasté, c'est ça le terme que je cherchais. Parce qu'il faut imaginer, je vais essayer de vous montrer ce que c'est. La Croix-Rouge, ce sont des champions de la chirurgie de guerre, et le challenge de la chirurgie de guerre, pour pouvoir sauver le maximum de gens en peu de temps, il faut faire ce que l'on appelle un triage. Même les hôpitaux en France s'entraînent au triage, au plan blanc, je ne sais plus comment on appelle ça, pour essayer de faire face à des situations d'attentats, comme il y a eu à Paris, et donc tous les hôpitaux s'entraînent à ça. Moi, je l'ai vécu de près. Et le triage, donc la Croix-Rouge est très rodée, donc les gens ont déjà leur poste, dès qu'ils arrivent dans la mission, c'est attribué, les gens savent où ils doivent aller, c'est très organisé. Donc vous avez à l'entrée, après quelques minutes après les premiers coups de téléphone des ambulances du Poisson Rouge, arrivent ces ambulances, ces dizaines d'ambulances, avec leurs sirènes qui hurlent. À l'entrée, il y a des gardiens costauds, que met en place la Croix-Rouge pour tout faire pour filtrer les familles de blessés. Hélas, ils se font enfoncer par ces familles qui sont dévastées, qui ramènent des blessés graves, quelquefois des morts, un père, un gamin, une sœur, une femme, peu importe. Et ces gens-là, quelquefois, enfoncent ces pauvres gardiens. Et c'est un hôpital sous tente. Quel que soit l'endroit où vous vous situez, vous entendez tout ce qui se passe.
Donc les gens, la famille qui a forcé le passage pour accompagner leur famille, ils hurlent leur détresse. Et moi, il a fallu, la première arrivée de l'essai, arrivée massive, il a fallu que je m'éloigne un peu à un moment parce que j'avais du mal à encaisser ça. Même, je dirais, en fin de carrière, avec l'émission que j'ai faite, j'ai dû faire 25 missions, dont pas mal de missions dans des zones. Voilà, donc j'étais un peu dévasté à certains moments. Donc ça ne m'a pas empêché de continuer à assurer, mais au bout d'une semaine, je me suis demandé si j'allais tenir pendant 1 mois, 5 semaines, puisque c'était la durée de la mission de la Croix-Rouge. Finalement, heureusement, dans les semaines qui ont suivi, les 4 semaines qui ont suivi, la situation a été nettement moins. C'est un hasard, c'est circonstanciel, les autres hôpitaux étaient plus, ça dépend de la localisation des bombardements, mais on a été, je dirais, plus tranquille. Et là, voilà, je prends tranquillement le thé, en compagnie d'une charmante dame, amputée au niveau du genou, on ne le voit pas. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, ah si vous la voyez. Donc, c'est une dame qui est très... C'est vraiment un rock. Et moi, j'ai suivi tous ses soins, elle est sortie peu de temps après que je reparte. J'ai pu la revoir en Égypte au cours d'une marche qu'on a tentée pour la paix en Égypte. J'ai pu la revoir parce qu'elle est partie chez son fils avec une de ses filles. C'est vraiment... Donc voilà, la situation s'est calmée. Là, je bois le thé. On pourrait croire que je suis en villégiature. C'est pas tout à fait ça quand même. Après, je vous montre des aspects plus ludiques avec des gamins. Une petite brûlée qui s'en sortait très bien. Celle-ci fait partie peut-être de la famille, mais elle n'est pas blessée. Lui manque aussi une jambe. Et c'est quelque chose qui est, hélas, pluriquotidien. Toujours la star qui mobilisait l'antenne. Des gamines dans la rue, voilà, pour montrer que les gamins ont une résilience encore plus marquée que celle des adultes, qui est déjà assez phénoménale pour les Palestiniens, parce que je pense que c'est un phénomène qui s'explique après 20 ans, après 80 ans ou 75 ans d'humiliation et de massacre. Je pense qu'ils ont développé une capacité de résilience qui est historique et de solidarité. Je pense qu'il faisait le singe, mais il n'appréciait pas les pansements que l'on faisait à son chevet pour ses brûlures. Ceci vous montre l'hôpital. Vous devinez juste là des petits abris que moi je trouve absolument, même si je ne suis pas spécialiste militaire, mais que j'estime ridicules, parce que c'est des abris qui sont ouverts vers le ciel avec quelques tas de sable. Les malades n'ont aucune protection. Et je veux dire, comme le danger vient plutôt du ciel, plutôt que par des tirs de fusil, ça vient du ciel, donc je ne vois pas comment on pourrait se protéger là, dans ces ridicules petits abris qui montent à mi-corps. C'est absolument ridicule, je n'ai pas dit à la Croix-Rouge. Vous avez des jolis nuages de ciel, des jolis nuages de beau temps, un ciel bleu. Ça, c'est pas du tout un nuage météorologique. C'est un missile qui s'est abattu à quelques centaines de mètres de l'hôpital. Tout le monde s'est retourné. Et donc, c'est quelque chose que la Croix-Rouge n'apprécierait pas que je projette, mais je me suis affranchi des conseils qu'il m'avait donnés avant que je commence à témoigner, parce qu'il y a un moment où il faut témoigner, même parce que ça, c'est politique pour la Croix-Rouge, et là, je vais peut-être avoir quelques coups de téléphone, mais je m'en fous. Je veux dire, ça, c'est politique de dire... que les drones ou les avions de chasse bombardent tout près d'un hôpital de la Croix-Rouge, c'est-à-dire en pleine zone rouge, ces zones sécuritaires, où théoriquement sont massés les gens pensant avoir une sécurité un peu meilleure. C'est du bluff. Ils bombardent peut-être un peu moins, mais c'est du bluff total. Total. Encore une des stars qui mobilise l'écran, qui est blessée, mais qui s'en tire très bien, et un des surveillants infirmiers palestiniens. Un petit gamin brûlé, mais qui s'en tirera très très bien. Une famille adorable, avec une très jolie gamine et son frère, qui ont été légèrement blessés, elle et son père. Lui, ses petits frères et la compagne, mais derrière leur sourire et leur joie, elle a perdu le troisième, le frère aîné. Et donc, voilà, c'est pas terrible comme situation, mais c'est le quotidien. Ça, c'est une famille aussi avec qui je suis toujours en contact et que je vais essayer de faire venir en France. Le petit, là, il a 13 ans.
Il a 13 ans et il a été amputé au-dessus du genou, donc en termes chirurgicaux, c'est une amputation assez grave parce que l'appareillage n'est pas aussi simple que... Mais c'est un miracle, ce gamin. Et à la fin, je vous ferai un cadeau, à la fin de ma projection. Il faut le faire vite ici, si j'étale trop dans le timing. C'est un miracle, il s'appelle Saleh. Donc j'ai l'autorisation de projeter quelques photos. Et son père, qui maintenant, depuis 1 mois et demi, me supplie de les pas rapatrier, de les transférer en France. Je vous montrerai. Je l'ai soigné pendant 1 mois. C'est une chirurgienne indienne, militaire indienne, avec moi, qui était à la Croix-Rouge, qui l'avait amputé. Je lui ai fait beaucoup de soins. Et c'est vraiment une famille avec qui je suis toutes les semaines en contact, comme avec d'autres, mais eux surtout. Une anesthésiste de la Croix-Rouge avec cette adorable famille. Un petit gamin, un des rares qui, lui, n'avait pas une affection directement de guerre. Il n'a pas été victime d'un bombardement. Il a, je ne sais plus comment on appelle ça, déjà, de mémoire, c'est un impétigo ou une infection cutanée, mais c'est secondaire à l'hygiène qui est devenue catastrophique par manque d'eau, par manque de tout. Donc c'est aussi des complications de la guerre, comme plein d'autres complications qui donnent une mortalité importante chez les gens qui ne peuvent plus être opérés, un peu comme le Covid pendant quelques temps chez nous. Les hôpitaux étant complètement envahis, débordants, et il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de quoi les endormir, donc on ne va pas s'occuper des pathologies chroniques. Il n'y a plus d'insuline, les diabétiques meurent, les cancéreux meurent, tout le monde meurt, les insuffisants rénaux ne sont plus dialysés. Donc, ceux-là ne sont pas comptabilisés comme morts de guerre, bien sûr. Ils ne meurent pas sous les bombardements, ils meurent comme la mortalité en France au moment du Covid, mais on ne peut pas comparer les deux situations. On déclenchait aussi des vocations chez certaines de nos patientes. Voilà, une solidarité entre 2 générations, bien qu'ils se rapprochent de très près. Voilà, c'est toujours cet adorable anesthésiste de terrain qui amenait juste un appareil pour faire des bulles et qui permettait d'arracher des éclats de rire de cette gamine très peu de temps après qu'elle ait appris la mort de son frère aîné. Voilà 2 gnomes, c'est nous, ces 2 autres. On n'est pas des professionnels, vous voyez, de l'autodéfense ou de l'autoprotection. Mais la Croix-Rouge nous affublait de casques, de gilets pare-balles, de bus blindés, qui ne ressemblaient pas du tout à l'ambiance de Palmel, la 2e mission. J'en ai fini pour la 1re mission, je vous montre juste, je n'ai pas eu besoin d'avoir l'autorisation de Bansky, puisque c'est un street artiste qui ne signe pas, donc je ne risque pas de procès, mais je trouve que c'est excellent pour ces scènes de balançoire, enfin vous interpréterez comme vous voulez, mais c'est excellent. Je passe, ça sera plus rapide, mais je vous décris ma 2e mission qui était en décembre, qui était avec Palmel, Palestine Médicale, une plus petite ONG, fondée il y a quelques années par des médecins palestiniens qui vivent, je pense, pour la majeure partie en France, et qui organisent des missions complètement différentes. C'est-à-dire qu'on n'était pas affecté à un hôpital, fléché, Palmel, on était dispatché 15 médecins, anesthésistes, infirmières, dans différents hôpitaux pour soulager les équipes. Et on était dans le nord de Gaza. On a mis 3 jours à y accéder, et donc sur les 3 semaines, il ne restait plus beaucoup de temps de boulot. On a été logés toujours, parce qu'on est arrivé à Khan Younes, dans un immeuble, au dernier étage dont il manquait une bonne partie de l'autre côté. Là, ça ne se voit pas, mais vous voyez quand même que l'hôpital est criblé, multi-criblé. Et ce n'est pas des petites balles de revolver, à mon avis, même si je ne suis pas spécialiste. Là, je vous montre à nouveau... Voilà, ça c'est dans la route qui va de Khan Younes dans le nord, où il y a 6 mois, décembre, maintenant 7 mois, les destructions étaient avancées, encore plus avancées, et dans le nord, les bombardements étaient pluriquotidiens. Toutes les 30 minutes, notre hôpital était secoué, je vous montrerai quelques petits aperçus plus tard. Juste pour vous dire que là, la vie continuait, je ne sais pas maintenant, enfin je sais. Il y avait de notre immeuble des camelots, des gens qui vendaient, des gens qui récupéraient de l'eau, des gens qui criaient pour des légumes, des tas de trucs qui à mon avis n'existent plus beaucoup maintenant. Mais la vie s'organisait, la vie était encore là et toujours là, et je pense qu'elle y est encore. Vous avez des scènes de marché, je pense que maintenant il n'y a plus 12 courgettes, mais peut-être une, à des prix défiant toute concurrence. Bien, ouais. Vous avez aussi là les gamins qui emmènent de l'eau. C'est les gamins
avec des gros bidons, quand ils sont pleins, ils en ont 2 ou 3. Et donc, c'est la corvée des gamins là-bas. Ça, la scène qui suit, c'est une scène que moi, je n'ai pas osé filmer. Elle est de mauvaise qualité parce que Hicham l'a filmée depuis un bus où on devait partir dans le Nord. Et donc, moi, je n'osais pas. Je trouvais indécent de les filmer en train de... sur un des points de délivrance, peu importe, de livraison de bouffe pour les nécessiteux. Et donc, là, c'était en décembre. Et déjà, il l'a pris, donc là, la qualité n'est pas bonne. La vidéo n'est pas très fidèle, mais c'était un peu ambiance semi-émeute déjà. Maintenant, je n'ose pas imaginer ce que ça doit être, mais on voit des photos ou des vidéos et on peut maintenant voir sur les photos qui sont prises quelle est l'ambiance sur les points de distribution de nourriture quand ils ne se font pas tuer avant d'y arriver, ou quand ils ne meurent pas de faim dans les files d'attente. Ça, c'est une embrassade entre Hicham, ce médecin, qui est un médecin extraordinaire, et Khalid, qui est un bonhomme, un très beau personnage, dans tous les sens du terme, aussi bien plastique que dans sa tête. C'est un imam qui a fait énormément de bien dans sa communauté, c'est-à-dire dans tous les gens autour de lui à Gaza. Mais il a été connu parce qu'il y a une vidéo YouTube qui a été diffusée. Je pense que énormément de gens l'ont vue. Moi, je ne la connaissais pas. Et c'est Hicham qui me l'a montré la veille du jour où j'ai vu ce mec dans la cour de l'hôpital Nasser, d'où on partait pour le Nord. Khalid, il avait sur cette vidéo sa petite fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais pas si c'est Nour, mais je ne suis pas sûr. Et il la prenait dans ses bras et il l'avait sortie des décombres, elle était morte, elle était décédée. Il la tient et il fait la file, peut-être même dans cette même hôpital-là, et il attend son tour avant qu'on l'emballe dans une feuille de plastique. Je suis navré, on commence à monter dans le degré B, mais c'est le quotidien, le pluricotidien. Et il l'embrasse. Et je vous pousse à essayer de retrouver cette Khalid, je ne sais pas si vous la trouverez sous ce nom, je ne sais plus, mais il l'embrasse sur ses yeux, il l'embrasse sur sa bouche, il l'embrasse partout. Il l'adore et il la dépose ensuite. Et il me parle de Hicham, il me montre la vidéo la veille, la vidéo que je vous décris. Et le lendemain, je le vois au travers des vitres du bus où j'étais monté. Et je dis à tout le monde, à Hicham, mais il est là, le bonhomme de la vidéo. Venez, tout le monde descend et le prend dans ses bras. C'est un mec qui est beau, c'est un mec qui continuait après. Je ne suis pas sûr que ce soit seulement cette petite fille qu'il a perdue dans sa famille. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'autres membres. Et donc voilà, tous les gens le prennent dans les bras, on part faire notre mission. Et 2 jours avant la fin de notre mission, on apprend que Khalid est mort dans un bombardement. Qui est un dégât collatéral ou ciblé, parce que ça devient, peu importe, il est mort. Et ça, moi, ça m'a aussi ravagé. La vidéo n'a qu'un intérêt, mais le son, c'est dans le Nord, c'est les drones, et c'est en permanence dans le Nord. Donc imaginez l'ambiance sympa. Moi, dans le Nord, dans le Sud, c'était moins très à le Sud. Mais dans le Nord, c'était ça. C'est immonde. Vivre en plus, parce qu'en plus c'est précurseur de bombardement. Ça surveille où ça bombarde. Ça donne des repérages pour des bombardements, ou ça largue aussi des petits missiles ou des missiles. Après 1 mois et après 15 jours, l'effet de nasse, l'effet de piège à poisson, de piège à crabe, c'est absolument, c'est fermé, c'est plus une prison à ciel ouvert, c'est une prison à ciel fermé. Maintenant d'ailleurs c'est plutôt un cimetière à ciel fermé, avec des gens qui ont la mer. Moi je regardais de ce beau balcon que vous avez vu, je regardais les beaux couchers de soleil, c'était quelques minutes, je mettais de la musique pour essayer d'oublier. Donc on a l'impression vraiment que c'est fermé de toutes parts. La mer, il y a des vedettes qui empêchent les pêcheurs de dépasser. Avant c'était 5000, 8 km, maintenant c'est 3 nautiques, c'est-à-dire 5 km. Et maintenant je crois que c'est 0. La dernière ordre des militaires israéliens, c'était on tire sur tout le monde qui est sur la plage.
je crois qu'ils n'ont pas commencé. Mais moi, je voyais des vedettes et qui n'hésitaient pas à tirer sur les bateaux de pêche s'ils dépassaient ces 3 km à l'époque. Donc la mer est fermée, les chars d'assaut et les militaires ferment la terre, et avec les murs, les barricades, les chars, donc ciel, mer, terre, tout est fermé. C'est unique, je veux dire, depuis le début peut-être de notre histoire de l'humanité, depuis le début de notre mémoire collective, c'est unique d'écraser et d'avoir une volonté d'écraser à ce point. Ça, c'est notre hôpital Khidma Amma. C'est un petit hôpital qui faisait 25 lits. Donc je n'étais pas très efficace parce qu'il y avait plein de chirurgiens, de médecins, d'infirmières palestiniennes, et il y avait en plus une indonésienne, moi, des Jordaniens de Palmed ou d'autres d'ONG indonésiennes. Donc on était presque autant que de blessés, autant que d'hospitalisés. Mais bon, on a donné la main comme on pouvait. Il y avait d'autres hôpitaux, et je vous montrerai, où là les besoins étaient énormes. Ça, c'est les deux étages supérieurs de Khidma Amma, cet hôpital. Les 2 étages supérieurs ont été soufflés 1 an avant ou 10 mois avant par un missile, je ne sais pas quoi, une bombe. Et heureusement, les 3 étages ou 4 étages inférieurs étaient encore en état et on pouvait opérer dans des conditions correctes. Mais les 2 étages, c'était ça. Ils essayent d'ailleurs de les remettre en état. Voilà, quelques destructions. Là, ça va devenir un tout petit peu plus gore. Celle-ci, pas encore. C'est l'hôpital Mahamadani. C'est un grand hôpital qui était tout près du mien, où plein de chirurgiens de Palmed ont été dispatchés. Une chirurgienne vasculaire, des spécialistes, un urologue, et qui était très efficace. Un orthopédiste, ça c'est vraiment une spécialité essentielle. Et donc, cet hôpital public, recevait, lui, des arrivées quotidiennes, quelquefois nocturnes, quelquefois plurinocturnes. Et il n'y avait pas l'organisation de la Croix-Rouge, il n'y avait pas les moyens de la Croix-Rouge. Et en plus, un hôpital, donc c'est un hôpital de référence avec un scanner, 2 ou 3 lits de réa, soins intensifs, un scanner, je l'ai dit, et 4 salles d'op, donc un hôpital vraiment plus important de référence par rapport à notre petit hôpital. Mais il n'y avait pas de garde à l'entrée, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas, ou qu'ils ne s'étaient pas organisés comme ça, ou tout simplement parce que il y a autant les malades, les blessés étaient autant amenés par ambulance que par les familles elles-mêmes. Là, c'est emmené par un cheval et une carriole. Et si vous voyez bien, si vous avez des meilleurs yeux que moi, il y a une chaussure, je le dis parce que je l'ai vu avant, il y a une chaussure qui reste d'un blessé qui a été transféré. Ça monte un peu en charge. Et ça, vous allez voir les urgences, l'entrée des urgences de Mahamadani. C'est permanent. Ça arrive dans des couvertures, ça arrive dans des chariots, des carrioles, ça arrive quelquefois porté à la... C'est immonde en fait, c'est immonde cette situation. Elle est totalement immonde. Voilà, je m'y perds un peu maintenant dans les... Voilà, ça c'est aussi un spectacle sous photo du Capharnaüm, parce que comme ils n'arrivent pas à filtrer comme fait la Croix-Rouge, les familles rentrent. Et les familles, elles sont extensives. Et donc, il peut y avoir 10 personnes qui amènent un blessé, ou 2 blessés, ou 3 blessés. Et donc, dans la salle des urgences, malgré les efforts des gens, des urgentistes pour refouler la famille, ça donne des capharnaüm ou des apocalypses, comme ça. Et ça ne facilite pas le travail des... Navré, ça monte un peu. On m'a dit qu'il y avait un gamin de 12 ans qui devait être là. Peut-être que c'est pas... Et voilà, en tout cas, ça monte avec des gens assez brûlés, très brûlés. Ça monte encore un peu en charge. Je ne sais pas si c'est périssif, mais c'est des situations également pour Hicham. Je ne sais pas comment lui faisait Hicham pour encaisser ça. Là, je préfère passer parce qu'elle devient un peu trop gore. Et voilà, une gamine, on devine, enfin l'orthopédiste qui est là, M. Farouk Dargaï pourra témoigner, c'est un fixateur externe. Et la gamine a été, c'est du vraiment système D, un cajot, des 4 roulettes qui ont été adaptées, et son frère qui la balade. Une gamine, donc je ne sais pas depuis combien elle était là. J'ai essayé de voir, de lui demander des détails à son frère, mais je ne suis pas orthopédiste et je n'ai pas pu l'aider beaucoup. Mais un bloc à Khidma Amma, on revient dans le petit hôpital, et j'en ai bientôt fini. Un bloc qui vous montre qu'il y a encore du matériel. Il y a un amplificateur de brillance, un appareil de radio là,
il y a ce qu'il faut, un ciel-type correct et tout. Et je pense qu'ils sont toujours là, mais sauf qu'ils n'ont plus d'essence ou de gasoil pour faire tourner ça, ou des quantités ridicules. Ils n'ont plus surtout d'anesthésique pour endormir. Et donc je vous laisse deviner le confort des anesthésistes et des chirurgiens pour pratiquer chez les gamins ou des adultes, peu importe l'âge, mais imaginez des gamins où on pratique des amputations sans anesthésie générale, encore moins de péridurale, ou tout ça, mais avec juste, je pense qu'on les truffe de comprimés antalgiques, mais c'est très loin. Et heureusement, je n'ai pas vécu ça, parce que sinon je serais en ce moment entre les mains d'un psychiatre. Et ça, c'est le cadeau. C'est le cadeau, mais authentique, un cadeau qui permet d'être heureux d'eux. Et c'est cette famille que j'essaye de faire venir. Et c'est le petit qu'on avait amputé, enfin qu'une collègue avait amputé et que j'ai soigné à l'hôpital. Et ça, je vous le dédie, je vous l'offre également, si j'arrive. Il est sorti, cet gamin, il est sorti de l'hôpital, ce petit salaire. Il est sorti depuis, je ne sais pas, 2 mois. Et il n'a pas encore sa prothèse. Il a ses béquilles, et voilà ce que ça donne. Attends, si ça veut bien. Voilà, j'en ai quasiment fini. Ce gamin, il a pu aller en Jordanie à Amman. Pendant le cessez-le-feu, il est resté 1 mois et demi. Il a eu des soins kinés de qualité. Il a reçu une prothèse de qualité. Il en avait déjà une provisoire, mais qui n'était pas terrible. De qualité. Et je ne peux pas, je ne l'ai pas intégré, mais il m'a envoyé une dernière vidéo où il danse la debka. La danse traditionnelle, typique palestinienne. Il la danse avec sa prothèse. Et c'est pas mal. Et c'est un miracle encore. Je finis avec juste un petit tableau avec son autorisation de Mili Pressman, qui est une juive chilienne réfugiée qui milite beaucoup pour la cause palestinienne et qui a réalisé, je crois que c'est du hip, je connais que dalle en peinture, mais d'un breakdancer, je frime, je sais à peine ce que c'est, mais qui fait de la danse dans les ruines de Gaza, et elle s'est inspirée avec l'accord du danseur d'une vidéo qu'il lui a fait parvenir. Et elle fait des tableaux. Tapez sur vos Google Mili Pressman et elle a ressorti des tableaux sublimes sur la cause Gaza, la culture, la danse. Et j'en ai fini avec juste cette annonce, parce que je ne peux pas ne pas la faire. On va dans très peu de semaines organiser un mouvement qui s'appelle pour la France Waves of Freedom, qui fait partie de Global Smooth Flotilla, qui est un mouvement citoyen qui va masser une armada, pas avec des canons, mais avec des boîtes de lait, et qui va grouper entre 50 et 100, on essaye de faire le maximum, 50 et 100 bateaux. 40 pays ont répondu à l'appel. On partira dans peu de temps, et tous ces bateaux partiront de plein de pays, de toutes les côtes méditerranéennes, de Tunisie, d'Algérie, de Grèce, d'Espagne, de partout, pour converger vers faire ce qu'ont fait le Madeleine et le Handana. On fera, la fin ressemblera probablement à leur fin, leur arraisonnement, probablement en eau internationale. Et donc, mais on veut avec à bord médecins, marins, journalistes, si possible des personnalités politiques, des gens connus pour nous accompagner. On a des gens déjà sur une liste et on va faire puissance 10, puissance 50, puissance 100, ce qu'ont fait ces bateaux. Et on espère avoir un impact important et ouvrir les points de passage et laisser ouvrir de façon complète, réelle, massive l'aide et pas ces largages qui sont de la poudre aux yeux, qui nous font juste patienter,
c'est du pipeau, ces largages. Ça tue des gens sous les tentes. Et ça apporte quelques dizaines de tonnes, alors qu'il en faut des centaines. Donc, on va essayer. On espère. Notez l'adresse et aidez-nous. Merci. Docteur, pour votre humanité généreuse, et je sais que sur la flottille, il y aura sans doute une réunionnaise qui va pris contact avec vous, cher docteur. Et donc, si, elle est là dans la salle. Exact. Et donc, je dirais, il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition. Je vous laisse passer.